vidéo, eh bien c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai eues. Là il y en a quand même pas mal. La saison est terminée donc les lectures sont repossibles. Bien que j'ai encore un petit peu de mal parce que je suis à fond dans les corrections, l'écriture, les réécritures, donc au niveau de mes romans en moi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je réussis quand même à peu près à m'en sortir pour refaire des lectures. Et après là on va s'avouer qu'aussi il y a eu un voyage entre temps. Donc j'ai eu un peu plus le temps de lire que d'habitude. On va commencer d'abord par tout ce qui va être ce que j'ai emprunté à la médiathèque, puisque comme il faut que je les rende, voilà, c'est la priorité. J'essaie de les lire plus vite que mes lectures personnelles, et comme ça je peux les rendre et les autres peuvent les lire, évidemment. C'est un cercle vertueux. J'ai emprunté La Romancière et Le Mercenaire, c'est un manga, le tome 1. On est sur l'histoire d'un monde où il existe justement, comme il dit dans le titre, des mercenaires, mais il y a toute une... comment ça s'appelle, un changement de régime politique, religieux, qui va faire en sorte que justement on n'a plus besoin des mercenaires. Donc ils se retrouvent à peu près tous au chômage et les guildes sont dissoutes et tout, et on va avoir une jeune romancière qui, elle, veut absolument aller dans un endroit où c'est très dangereux. Il paraît qu'il y a une créature voilà, qui tue des gens et qui est impossible à tuer, immortelle. Et comme c'est une romancière de renom, elle veut absolument aller voir si c'est une légende ou si c'est quelque chose de vrai, et potentiellement en faire eh bien, un manuscrit. Sauf que eh bien, pour y aller, il faut des mercenaires, mais comme je vous ai dit, toutes les guildes ont été dissoutes et la plupart des mercenaires se retrouvent sans travail ou alors devoir se reconvertir. Et donc on va suivre ce mercenaire-là, qui est quelqu'un qui visiblement pèse dans le game, mais qui a un peu de mal justement, vu que là il est en reconversion, et qui va l'emmener voir cet endroit où il y a une créature qui serait immortelle, qui lui-même a affronté une fois, et il a réussi à s'échapper en emmenant ses deux compagnons. Mais donc voilà, là c'est vraiment un tome 1, c'est très introductif, on voit un peu qui sont les personnages, justement, leur passé, leur relation avec les autres personnes qui sont autour d'eux, les personnages secondaires et tout. Donc c'est très très introductif pour le moment, je peux pas trop donner mon opinion sur un tome 1, si ce n'est que c'est chouette, mais pas, ça casse pas trop pattes à un canard. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 de My Dear Detective. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui veut absolument devenir détective et qui du coup l'est dans son agence, et elle va être secondée par ce jeune homme qui débarque tout fraîchement dans le tome 1. Donc là, comme vous voyez, on est sur le tome 3 et le tome 4. Ce qui est bien et pas bien en même temps dans ces petits mangas que j'ai remarqué, c'est qu'en fait on a plusieurs petites histoires, plusieurs petites enquêtes, voilà. Et du coup c'est intéressant, mais ça fait que, je sais pas comment l'expliquer, mais que le rythme n'est pas le bon, parce que des fois on va avoir par exemple dans celle-ci 2-3 enquêtes, une enquête qui va être coupée et du coup qui va avoir une partie là, et puis là on va avoir 2-3 autres enquêtes et du coup des fois c'est mal coupé. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais j'apprécie sans vraiment apprécier en fait. Il y a même des passages où je dois vous l'avouer que ça m'arrive vraiment, mais là dans ce manga là, il y a des passages que je lis en diagonale. Ce qui arrive régulièrement dans un roman quand ce sont des descriptions ou quand ce sont voilà, des choses qui sont pas intéressantes, hein, par exemple des scènes de smut. Mais dans un manga, il y a déjà pas beaucoup de choses à lire, donc c'est assez rare que je lise en diagonale, mais dans celui-ci ça commence à me le faire, donc je pense que malheureusement il n'est pas pour moi, je vais sûrement arrêter d'emprunter, ou alors je suis pas très emballée par ça. En revanche, chose qui m'emballe beaucoup plus, c'est Morgane et Ose, le tome 2. Donc j'ai lu très récemment le tome 1 et j'ai enchaîné avec le tome 2. J'ai vu que le tome 3 va sortir, donc j'espère que la médiathèque va se mettre rapidement à jour pour que je puisse lire le tome 3 encore dans cette période où on est encore en automne. On va voir si c'est le cas ou si je vais devoir attendre l'année prochaine pour pouvoir lire la suite. On est sur l'histoire de cette jeune fille et de ce chat qui à la base est un vampire. Donc Morgana c'est la sorcière et Oz c'est un vampire. Les vampires et les sorcières se détestent, ils se reprochent à tous les deux, enfin les deux clans se reprochent d'être les pires créatures que l'humanité doivent affronter, très clairement, et il va y avoir un pacte, donc dans la maison de la famille de Morgana, ils vont essayer de faire justement un espèce de traité de paix, un repas pour atténuer tout ça, sauf qu'il va y avoir un attentat, et évidemment les uns se reprochent qui a faute quoi. Les sorcières reprochent aux vampires d'avoir fait un attentat, et les vampires reprochent aux sorcières de les avoir essayé de les piéger et d'avoir fait un attentat pour les tuer. Bref. Sauf que dans cette catastrophe, il va y avoir Morgana qui est juste ici, qui elle est une sorcière mais très maladroite, et au moment où il va y avoir l'attentat, elle va paniquer et eh bien elle va envoyer un sort sur Oz et le transformer en chat. Et donc, eh bien, toute l'histoire c'est que, enfin, en tout cas dans les 2 premiers tomes, c'est que eh bien, elle va devoir essayer de défaire le sortilège qu'elle a fait, sauf que comme je vous ai dit, elle est très maladroite et elle ne sait pas comment défaire son propre sortilège.
Ça va bien plus loin que ça, puisque du coup on découvre aussi dans ce tome-là et dans le tome précédent, mais dans le coup on a la résolution dans ce tome-là, qu'il y a des malédictions, qu'il y a des sorts qui ont été lancés sur certaines personnes, et donc du coup c'est pour ça qu'elles en veulent à l'un ou à l'autre des clans. Il y a aussi tout un système de magie qui nous est un peu plus expliqué avec 4 magies principales, on va dire, et il y a la romance qui commence à naître aussi entre les deux personnages principaux, donc c'est assez chou et j'ai très hâte de lire la suite. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai pris cette BD, je l'avais vue passer sur je sais plus quelle chaîne, peut-être la chaîne de Piketty je crois. Voilà, j'avais vu passer Golem Nani et je m'étais dit c'est de la jeunesse, on va bien voir ce que ça va donner. En vrai, alors au niveau des graphiques on est plutôt sur ce style là, si, hop là. Voilà, si vous allez voir bien. Mais j'ai grave apprécié et je ne m'attendais pas du tout à ça. On est sur cette jeune fille qui est en fait bien une jeune fille qui a 2 mamans et ces 2 mamans, elles vont partir faire un voyage un peu en mode des marchandes en fait, c'est sont clairement ça. Et sauf qu'elles ne vont jamais revenir. Et elles vont avoir laissé le golem, en gros la nanny, la nounou, mais comme bon, c'est un golem donc ce n'est pas une vraie personne, mais c'est lui quand même qui aide la jeune fille à faire à manger, à s'occuper de ses devoirs, à faire ce qu'elle doit faire, nanani. Sauf que quand les 2 mamans ne vont pas revenir, et elles vont devoir apprendre à faire leur vie toutes les deux avec la nanny golem et la poule qui est juste ici. Et je vous avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre. Au début, j'étais en mode et en fait, je le trouve très bien ficelé avec des belles morales. Franchement, je trouve très chouette. Donc, je le mettrai peut-être à lire entre les mains de ma nièce parce que ouais, il y a la famille de cœur, il y a la famille de sang, il y a la famille qu'on se fait et il y a aussi toute cette quête d'être capable de faire les choses soi-même, mais en même temps d'être capable de demander de l'aide quand on en a besoin. Donc franchement, j'ai bien aimé. C'est chou et en même temps, voilà, il y a je sais pas quoi dire d'autre que c'était chouette. J'ai aussi lu Colossal, on est au tome 3. Donc Colossal, on est là-bas sur l'histoire d'une jeune femme qui n'est absolument pas là, qui est ailleurs, qui est une jeune femme qui aime la muscu, qui n'est absolument pas comme le voudrait son, son milieu. Elle fait partie des aristos, mais cette jeune femme, elle, ce n'est pas du tout ce qu'elle aime. Elle, ce qu'elle aime, c'est les muscles, c'est faire de la muscu, c'est développer son corps. Du coup, dans les premiers tomes, on la découvre elle et tout l'écosystème qu'il y a autour d'elle, avec des personnes qui sont plus ou moins amies avec elle, d'autres qui sont plus ou moins ses admirateurs, et encore d'autres comme celle-ci qui est juste devant, qui sont plus ou moins en gros ses antagonistes. Et évidemment, on va suivre comment elle va réussir à faire en sorte de avoir un peu ces deux vies, cette vie de bourgeoise et cette vie en même temps de l'autre côté de femme qui veut se muscler et donc devenir plus indépendante, plus forte, alors que dans ce milieu-là, en général, on est plus sur quelque chose de docile, gracile, quelque chose d'élégant, de sobre, que sur quelque chose de fort, indépendant, et voilà. Donc on est sur cette jeune femme qui essaye, tant bien que mal, de réussir à faire son trou dans ce milieu, et en même temps en ayant aussi un amour pour un roturier, et donc du coup c'est pas très bien vu. Et là, dans ce tome-là, c'est la suite tout simplement. Hein. On a des révélations qui vont être faites par rapport à d'autres personnes qui sont autour d'elle, des amis ou pas vraiment des amis, mais du coup qui vont, je pense, devenir amis justement suite aux révélations qui ont été. On a aussi du coup l'ennemi de la jeune femme qui est juste là, qui très clairement est très chiante, qui va faire des complots contre elle. Et donc, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans ce tome-là, mais c'est une bonne suite et je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà le tome 4 et le tome 5 qui m'attendent dans ma palle que j'ai emprunté à la médiathèque. Vous aurez très certainement la suite dans le date suivant. Voilà, ça va pas traîner très vite. Je vais les lire parce que j'aime beaucoup. On va passer maintenant à des lectures qui sont à moi. On va commencer par quelque chose... Not Under 18 que j'ai lu et qui, comme vous pouvez voir, est une très belle version Jaspé et tout. Mais je vais m'en séparer. Je n'ai pas du tout aimé. On est sur une histoire d'une jeune femme qui est une réalisatrice dans le porno et d'un homme qui lui est acteur pour film pour adultes. On a cette jeune femme qui est réalisatrice mais qui a un studio féministe qui se veut justement égalitaire. Les femmes touchent le même salaire que les hommes. On écoute évidemment, il y a du consentement. Bref, on est sur un studio féministe. Et quand cet acteur qui est très connu, mais qui est très mainstream, va débarquer, il va se rendre compte que toutes les règles ne sont pas égales à ce que lui il a l'habitude de voir. Il va vouloir fracasser tout ça, sauf qu'en fait, ce sont plutôt ses valeurs à lui qui vont être fracassées par le fait que, oui, en fait, les choses, si elles se passent comme ça et qu'on se plaint du patriarcat, c'est parce qu'il y a des raisons. Et donc, le speech de base me plaisait bien, mais j'avoue que la réalisation n'est pas à la hauteur de ce que je voulais.
Je ne sais pas comment l'expliquer, mais alors déjà, je n'ai pas du tout été dans l'empathie avec les deux personnages. Je n'ai pas réussi à adhérer. Et j'ai trouvé que la manière d'amener justement les valeurs du féminisme, certaines choses, était un peu trop... Voilà, enfin, je sais pas comment le dire, mais un peu trop flyer d'association en mode, vous voyez, ça se passe bien, ça se passe pas bien pour les femmes parce que ça. Et je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, j'ai trouvé ça un peu mal amené. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup sorti de ma lecture parce que j'étais en mode ouais, mais non, en fait. Comment on essaye justement de faire comprendre à un homme qui est dans une position de pouvoir, qui est un homme blanc, cisgenre, hétéro, et qui a justement toutes les facultés du monde, enfin toutes les facilités du monde, pardon, pour vivre dans ce monde et surtout dans le monde du X. Comment réussir justement à lui montrer l'envers du décor. Eh ben, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu trop facile et en même temps, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Pourtant, j'adorais le sujet et voilà, mais non, je j'ai pas réussi à adhérer. Bah, des fois, c'est comme ça, hein. Donc, si vous voulez les lire, je vous le conseille. C'est un sujet qui change d'habitude parce que ce n'est pas une énième romance dans un monde qu'on connaît, voilà, par exemple, comme avec des hockeyeurs et tout. C'est un monde qui change, donc c'est important aussi parce qu'il y a des sujets justement qui sont traités comme le consentement, comme justement montrer du X à des jeunes adolescents, la, comment ce qu'ils voient du coup, ils associent ça à leur comportement qu'ils doivent avoir, qu'ils prennent ça comme reflet en fait de la vie sexuelle alors que ben non, il faut les éduquer sur ça et tout. C'est intéressant, les sujets qui sont traités dedans sont des messages qui sont bons, c'est pas ce que je dis, mais je n'ai pas aimé comment ça a été amené parce que j'ai pas trouvé ça assez fluide. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc voilà. Et la première impression aura cette version Jaspage, mais la suite, s'il y a des réimpressions, il n'y aura pas le Jaspage. Voilà, si ça vous intéresse. Petite information, comme ça. J'ai aussi lu La gardienne des concubines, le tome 4. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui en fait va être mariée au bras droit de l'empereur. Et du coup, elle va faire une série d'épreuves parce que l'empereur décide que, ok, elle sera la femme de son bras droit, mais surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle devienne, comme le nom l'indique, la gardienne de ses concubines. Elle va aller dans le harem, s'occuper des ministères, je sais plus c'est quoi, de la santé et de la beauté. Et en fait, c'est elle qui va être un peu la gouvernante du harem. Il va s'occuper de faire en sorte que toutes les femmes qui sont enfermées, que ce soit les épouses, les maîtresses officielles, les concubines et les concubines inférieures et tout ça, ben, soient en gros en bonne gérance, qu'elles ne s'entretuent pas, que l'hygiène est bonne, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc on a cette jeune femme qui d'un côté a son mariage arrangé, donc elle doit découvrir son mari et essayer de faire en sorte d'avoir une bonne entente avec lui, et d'un autre côté aussi satisfaire l'empereur en s'occupant de toutes ses femmes, et ses concubines, et ses maîtresses, et tout et tout. Donc on a un peu ces deux rôles, et aussi on a tout un envers politique, puisque comme on est dans un harem de l'empereur, et lui, son mari, c'est le bras droit de l'empereur, on a aussi un côté complotiste avec les conservateurs, les progressistes, et tout, le côté religieux, bref, pas mal de sujets qui sont dans cette série, qui sont plutôt chouettes. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup. La suite, c'est encore chouette. On a du coup de l'intrigue qui avance un petit peu au niveau de elle, comment elle doit réussir à gérer son nouveau statut de gardienne des concubines. Mais par contre, sur celui-là, je mets un petit bémol, c'est parce qu'on n'a pas de réelle évolution entre les deux protagonistes. Comme je vous ai dit, il y a deux volets pour moi dans cette saga. On a le côté, elle, son métier, tout ce qu'elle veut faire, et on a le côté avec son mari aussi, la relation qu'elle entretient avec lui, puisque c'est un mariage arrangé, et que petit à petit, ils apprennent à découvrir. Là, j'avoue que dans ce tome-là, j'ai pas trop eu de découverte à ce niveau-là, bien qu'il aide plusieurs fois dans son rôle. C'est un petit peu le bémol que je mettrais. Mais j'adore. Si vous aimez tout ce qui est le palais des assassins, les carnets de l'apothicaire et tout, on est dans la même vibe. Je continue avec un petit Sojo Oni Lemon Soda. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait énormément harceler quand elle était au collège. Et quand elle va arriver au lycée, elle va pas choisir un lycée d'élite, elle va plutôt choisir un lycée des bas quartiers. Parce qu'il y a dedans ce jeune homme qui lui a dit un jour, qu'il l'a vu dans la rue en train de se faire harceler, que son surnom à elle c'est la pierre, vu qu'en fait elle ne montre aucune émotion malgré le harcèlement qu'elle subit, elle ne dit jamais rien et donc ses camarades l'appelaient la pierre. Et lui, en la voyant se faire harceler, lui dit qu'en effet il est une pierre mais il est un diamant et qu'il faut apprendre à le tailler tout simplement. Et donc grâce à cet échange qu'ils vont avoir eu, ça va lui rester en tête à cette jeune fille et donc elle va décider d'aller dans ce lycée. Quand il va la revoir, du coup il va décider de la prendre sous son aile et au début on va avoir une amitié qui se lie entre les deux et très rapidement on va avoir voilà, plus
qui va se lier. Là on est sur quand même, je crois bien au moins 3 tomes où justement ils sont ensemble et on a la relation qui avance progressivement. On est sur des jeunes adolescents donc c'est compliqué les premiers amours on va dire, mais j'aime beaucoup. Là on est un peu plus centré sur lui justement, sur ce personnage qui est à la fois quelqu'un qui est extraverti dans le sens où il a un look, il a les cheveux décolorés, il a un look un peu à la mode et tout. Il est très populaire, mais c'est en même temps un garçon qui garde énormément de mystère sur lui, sur ses sentiments et sur sa famille et tout ça. Et donc justement, on a cette jeune fille qui est très timide, mais qui va devoir un peu se sortir les doigts des fesses, si je puis dire, pour creuser derrière la carapace que tout le monde voit qui il est vraiment. Et donc voilà, on est sur ça, dans ce tome-là. C'est assez chouette. Je vous avoue que sur la fin, j'avais un peu envie de les frapper tous les deux pour que ça aille plus vite. Mais bon, on va pas trop leur en demander. Déjà qu'ils ont mis 9 tomes pour se mettre ensemble. Maintenant qu'ils sont ensemble, allez-y gagnant. J'ai lu Spy X Family, le tome 15. Je suis déçue. Je suis très déçue. Je l'attendais avec impatience. On est sur l'histoire d'un monde où en fait il y a deux pays. Il y a deux... Enfin, c'est pas des royaumes en plus, je crois que c'est des républiques. On a du coup le pays de l'Est et le pays de l'Ouest, et les deux sont en guerre. Un peu en mode Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Vous voyez, on est dans le même délire. Et nous, on va suivre plus particulièrement un espion qui s'appelle Twilight et qui doit en fait trouver des renseignements par rapport au... alors c'est pas le haut ministère, mais enfin bref, il doit trouver des renseignements. Il doit faire une mission, avoir toute une famille pour pouvoir sympathiser avec cette famille qui a les renseignements qu'il veut, qui fait partie de la haute société de ce pays. Et du coup, ce qu'il va faire, il va adopter une petite fille, sans savoir que cette petite fille, ce n'est pas n'importe qui, c'est Anya, qui a des pouvoirs, elle peut lire dans les pensées. Donc quand elle se fait adopter, elle sait qui il est le gars, elle sait qu'il est Twilight, le plus grand espion du monde et tout, nanana. Et en plus de ça, du coup, pour parfaire sa famille, il va demander à une femme, du coup, de jouer le rôle de belle-mère. Mais cette belle-mère, c'est pareil, ce n'est pas n'importe qui, sans le savoir. Il va embaucher une mercenaire du pays où il est. Et ils vont adopter un chien qui lui aussi est un peu particulier, puisque c'est un chien qui a des prémonitions à court terme. Et donc, en fait, c'est une comédie, c'est assez fun, c'est assez drôle. Il y a beaucoup de quiproquos, de scènes très humoristiques. Mon bémol, c'est que dans le tome précédent, on était sur le passé d'un personnage secondaire à fond les ballons. Dans ce tome-là, on est sur un personnage secondaire, encore une fois, on est sur le passé de cette dame. Donc du coup, l'intrigue principale n'avance pas, et je vous avoue que là, ça commence à me saouler en fait. J'aimerais que l'intrigue principale avance. Merde, on est là pour ça. On est là pour voir si Anya, Twilight et je sais plus c'est quoi le nom de la belle-mère arrivent à faire en sorte d'être une famille malgré qu'ils ne soient pas réellement une famille, et en même temps d'arriver à réussir dans leur mission, c'est-à-dire se rapprocher des Desmond pour avoir des informations pour Twilight. Là, pour le moment, c'est pas trop le cas, donc je suis un peu chafouin. Je continue avec... Oula, il y a un marquage qui tombe. Alors, I Don't Trust My Twin, le tome 3, que j'adore. Hein. Ce sont des webtoons hyper jolis, hyper colorés, graphiquement. Ce sont des trucs magnifiques, comme régulièrement, hein, comme à chaque fois, on va dire même. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui a une jumelle, mais qui, elle, est en bonne santé alors que sa jumelle est en mauvaise santé. Et donc du coup, elle va tout faire, elle va consacrer sa vie à faire en sorte d'être l'héritière de sa famille et de faire en sorte que justement le domaine se passe au mieux possible pour que les deux sœurs, les deux jumelles, puissent vivre sur les rentes du domaine. Le souci, c'est que au moment de son mariage, je crois, ou de ses fiançailles avec son fiancé, eh bien, elle va se rendre compte que justement sa sœur jumelle, qui est censée être la petite fille fragile et tout, a comploté contre elle, lui a volé son fiancé et fait en sorte de récupérer le domaine et qu'elle soit... voilà, et elle va mourir, et en mourant, on est sur une trappe de réincarnation, elle va souhaiter pouvoir remonter dans le temps pour changer les choses. Et c'est ce qui va se passer, elle va se réincarner, et donc du coup, on va voir tout ce qu'elle va faire pour que sa première vie ne se répète pas. En premier lieu, elle va rompre avec son fiancé et elle va faire très attention à ce que sa sœur va faire, puisque sa sœur fait semblant d'être une petite fille fragile, malade, et donc du coup, voilà. Dans le thème précédent, elle s'acopine avec lui, justement, elle rompt ses fiançailles avec l'autre et elle décide de se marier avec cet homme-là, qui devient un petit peu son bras droit, parce que lui aussi, il a besoin d'un mariage pour pouvoir faire en sorte que les complots contre... Enfin bref, il y a des dettes, nanani, nanana. Mais du coup, les deux vont se trouver, et en même temps, en passant ce marché, en étant honnêtes l'un envers l'autre, tout simplement, ils vont se rendre compte que, l'autre n'est pas ce qu'il paraît. Et surtout lui, d'ailleurs, il tombe amoureux d'elle instant, presque. Et
Pas elle, parce que elle a vraiment son objectif de vengeance en tête, mais je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Pour le moment, on n'est pas trop sur de la romance-romance. On voit très clairement que lui est intéressé par elle, mais la réciproque n'est pas vraie. Et donc dans ce tome-là, on est vraiment concentré sur la sœur et le potentiel danger qu'elle est, et voir comment réussir à faire en sorte que de la tenir un peu en, comment on va dire, pas en étau, mais si en fait, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas manigancer comme elle a fait dans sa première vie. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, voilà, je l'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite tout simplement pour voir comment on va se dépatouiller de ces intrigues. Je continue dans les lectures que j'ai faites, bien sûr. Business Proposal, le tome 6, on est du coup sur l'histoire de... alors pas ces deux-là à la base parce que ça, ce sont des personnages secondaires. On est sur l'histoire de leurs amis qui sont... Est-ce que je l'ai? Lui et... Ah non, je l'ai pas, la protagoniste. Enfin bref, lui à la base c'est un PDG justement qui en a ras-le-bol parce que son grand-père lui propose toujours énormément de mariages arrangés. Et lui il en a marre parce que c'est pas son truc, lui il est PDG de son entreprise, il veut gérer son entreprise, point barre. Donc il va décider que le prochain mariage arrangé, enfin prochain rendez-vous arrangé qu'on lui fait, et bien peu importe qui se présente devant lui, il va l'épouser. C'est ce qui va se passer, sauf qu'il est censé du coup avoir un rendez-vous arrangé avec celle-ci qui ne veut pas non plus épouser quelqu'un, du coup qui va envoyer sa meilleure amie, mais sans le savoir en fait c'est l'employé de ce mec dans sa boîte. Donc du coup elle, la meilleure amie, elle y va avec l'optique d'aider sa pote en mode elle ne veut pas se marier, donc je vais dégoûter son futur fiancé. Sauf que ça ne va évidemment pas se passer comme prévu, puisque comme je vous ai dit, lui il a dit que peu importe qui se présentait, il l'épouserait. Et on va avoir tout un jeu de quiproquo qui va faire que, en fait, lui, il va rapidement tomber amoureux de la meuf. Et elle va être en mode, mais non, c'est mon patron, j'ai menti, nanani, nanana. Et à l'inverse, ces deux-là, qui sont, elle, du coup, l'héritière de la grande famille fortunée, et lui, qui est le secrétaire de cet homme-là, vont eux aussi tomber amoureux. Et donc, on va avoir encore une fois une trope de différence de classe, puisque elle est une riche héritière, et lui, c'est qu'un secrétaire d'un riche PDG. Mais eux vont très rapidement se mettre ensemble, malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer, alors que ceux-là, c'est un peu plus compliqué à se mettre en place, je vous avouerai. Dans ce tome-là, on est sur justement un petit peu de jalousie, mais en même temps, tout se met en place en fait tranquillement. Et donc là, ça commence à être intéressant et j'aime beaucoup, même si ça traîne un petit peu en longueur sur certains sujets. J'ai bien aimé, donc je suis très contente parce que là on a vu, c'était un peu pas toujours égalitaire, des fois on avait plus une relation que l'autre. Là ça s'est vraiment égalisé sur ce tome-là, on avait autant l'avancée d'une des relations que de l'autre. Donc voilà, je suis assez contente et j'ai très hâte de lire la suite, vous vous en doutez. Et là on arrive sur la lecture de romans. Et oui. Dans quelle heure je les ai lus? J'ai commencé par lire le Punking Space Café que j'ai lu très rapidement. J'étais censée le lire en lecture commune avec Cynthia, sauf que je le lisais tellement rapidement qu'elle m'en voulait beaucoup parce qu'elle était en train de faire une autre lecture au même moment, en train de se dire le temps que je finisse ma lecture, je vais réussir à te rattraper. Que nenni. Ah non, mais je l'ai défoncé en fait. Bref, on revient sur la base de l'histoire du roman. En plus, regardez-moi comment c'est joli, c'est tout gris, ça brille, le jaspage automnal, enfin voilà, tout ce qu'on adore. Donc, je recommence le résumé. On est sur l'histoire de Janie qui du coup va récupérer le salon de thé, enfin le café de sa tante dans un petit village, alors qu'elle, elle vient de New York, elle était à la base secrétaire, je crois, dans une grande ville, dans un grand... Voilà. Sauf que son PDG va mourir devant elle, en fait. Enfin, pas devant elle, mais elle va retrouver le cadavre de son PDG mort en embauchant le matin, parce que justement, elle a travaillé toute la nuit, il s'est épuisé à la tâche. Donc, du coup, elle va vouloir faire un virage à 180 degrés en se disant « Je veux pas de cette vie-là, moi ». Donc, quand sa tante va vouloir partir en voyage et va laisser son café, elle va dire « Bon, écoute, je le reprends dans une petite ville, un petit village, tranquille, j'aurai une vie comme ça... plus plaisante, plus cool quoi, moins stressante. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va reprendre le café, mais c'était sans compter sur l'agriculteur du coin, Logan, qui est assez grognon, assez grumpy, on va pas se mentir, mais qui est un petit cœur d'artichaut, qui a eu le cœur brisé il y a pas si longtemps par justement une citadine, et qui du coup quand il voit cette citadine arriver, il est en mode je vais pas refaire la même erreur, même si elle me plaît, et t'as tout le village qui est un peu en mode écoute, Logan il est gentil, donc tu vas pas lui briser le cœur. Donc voilà, on est sur une petite romance comme ça, dans une small town, full automne.
franchement, il n'y avait pas plus automne que ça, dans un petit café avec une petite enquête, parce que visiblement il y a des choses qui se passent pas très bien dans ce café. Justement, on va avoir quelqu'un qui essaye plus ou moins de la saboter, et donc on va avoir une enquête pour savoir qui fait ça en fait, qui pourrait lui en vouloir au point de faire ce qu'ils font dans ce café. Bref, donc c'est chouette. Il y a beaucoup d'humour, franchement. Pour moi, on est sur une comédie romantique. C'est très fun, c'est très léger, ça se prend pas la tête, ça casse pas trop pattes à un canard, hein. On n'est pas sur des phrases très léchées, mais en fait c'est juste énormément d'humour. Ces poules, ils les a appelées Rihanna, Maria et je sais plus c'est quoi la troisième, Beyoncé, peut-être bien, mais voilà, on est sur ça. Et il a des chèvres qui les appellent les Bob, parce que c'est Bob Marley, Bob Dylan, et puis quoi, je sais plus trop quoi. Bon, voyez, on est sur ce genre d'humour. Très... On s'en fout, on est juste là pour se faire du bien en fait. On est vraiment là, pas là pour une lecture qui se prend la tête. Donc j'ai très hâte de lire La librairie des Cinnamon Rolls, je crois que c'est ça. Après on a La ferme des sapins, et après on a je sais plus trop quoi, les pancakes aux fraises. Un truc comme ça. Donc voilà, on va avoir plein de tomes compagnons, parce que dans ce tome là en plus on nous introduit tout justement le village avec plein de personnages qu'on voyait déjà en mode toi tu vas aller avec toi, toi tu vas aller avec toi, toi tu vas aller avec toi. C'est sûr. Donc voilà, on va avoir une belle Ford Family qui va se former, donc très très hâte de lire la suite. Franchement, je l'ai adoré. Si vous voulez, voilà, une lecture d'automnale, pas vous prendre la tête, que vous voulez rire. Moi j'ai ri, hein, et c'est assez rare, je peux vous le dire, que j'ai beaucoup d'émotions en lisant mes lectures, mais là j'ai ri. Et je me retournais en disant Cynthia, Cynthia, et je pouvais pas le dire parce qu'elle était pas rendue à l'heure. Mais par contre, en décalage, pas synchrone, quand elle rigolait, je savais pourquoi elle rigolait, vu que je venais lire le passage quelques minutes avant, donc franchement c'était assez chouette, donc je vous la recommande. J'ai ensuite lu Rewitch, enfin je l'ai pas vraiment lu, je l'ai surtout écouté quand je suis allée à Édimbourg. Donc je l'avais commencé je crois quand j'étais chez Cynthia, et ensuite je l'ai fini en allant à Édimbourg. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière, mais on est dans une cosy fantasy, donc elle est libraire et elle vit sa petite vie, voilà, elle fait pas de grands sortilèges, elle fait pas de grand choses, mais elle a laissé passer sa chance en fait en travaillant dans cette librairie qui est tout ce qu'elle adore. Sa patronne a décidé de prendre sa retraite anticipée et du coup de vendre la librairie. Mais elle ne se sent absolument pas capable de ça. Donc, eh bien, elle préfère ne pas l'acheter parce que voilà, gros syndrome d'imposteur, elle pense que ça va mal se passer. Du coup, c'est le fils de la propriétaire qui reprend le business. Mais lui, justement, il n'est absolument pas dans l'optique d'en faire quelque chose de chaleureux, de convivial. C'est un businessman. Donc lui, il veut dégager tout ce qui ressemble de près ou de loin, hein, des trucs mignons, cocooning et tout. Lui, il est là pour faire de l'argent, il est là pour rentabiliser la chose. Forcément, ce n'est pas du tout dans l'objectif de la protagoniste. Et donc, elle se heurte au fait qu'un côté, elle a refusé de racheter le machin parce qu'elle ne se sent pas capable. Et elle avait peur que justement qu'elle fasse s'écrouler l'endroit qui est pour elle parfait. Mais d'un autre côté, celui-là qui la remplace, du coup, eh bien, il casse tout ce qu'elle aime dans cette entreprise. Donc c'est assez compliqué. Et en plus de ça, elle va découvrir qu'elle va recevoir une lettre. Le jour de ses 30 ans, en fait, elle va devoir passer un examen pour être sûre qu'elle se sert bien de ses pouvoirs. Sinon, ils vont être retirés par le coven dans lequel elle est. Bref, c'est assez compliqué, sa vie actuellement, on va pas se mentir. Mais je vais pas vous spoiler, vous dire ce qui s'y passe. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Voilà. Je n'ai pas apprécié ma lecture parce que je ne me suis pas du tout attachée au personnage. La protagoniste principale m'a particulièrement énervée, mais alors, je levais les yeux au ciel toutes les 5 minutes parce que justement, on a ce gros syndrome de l'imposteur que je comprends, hein, parce que moi-même, en étant autrice, à chaque fois que je sors un bouquin, je me dis toujours qu'il est nul, que personne va l'aimer et tout, donc syndrome de l'imposteur, je connais, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut assumer ses choix et arrêter de remettre la faute sur les autres. Et ne pas avoir confiance en soi, je connais, mais là, c'était même plus ne pas avoir confiance en soi, c'était chiant. C'était chiant de lire parce que ça tournait en rond, en fait, à chaque fois. Des choses auraient pu être réglées plein de fois de manière totalement différente, mais non. J'avais envie de la frapper, en fait, la protagoniste, c'est tout. J'avais juste envie de la secouer un gros coup, de la frapper et de dire, mais meuf, secoue-toi les fesses, en fait. Prends ta vie en main. Alors des fois justement il y a des protagonistes qui sont trop en mode badass et tout, t'es là en mode meuf, tu pourrais des fois te remettre un petit peu en question, nanana. Je dis pas, hein. Mais alors là c'est tout l'inverse en fait, c'est la meuf par excellence que si je l'avais en meilleure amie, j'aurais envie de la frapper, de lui mettre la nez dans son caca et de lui dire ouais
assume en fait, t'as voulu ça comme ça, ben maintenant tu te débrouilles. Ou alors, si la situation dans laquelle tu te trouves ne te convient pas, serre-toi les doigts du cul et fais quelque chose pour t'en sortir. Là, moi, c'est ce qui m'agaçait en fait, c'est que elle se plaignait de la situation qu'elle avait elle-même provoquée et ben bouge-toi, fais quelque chose. Donc voilà, sinon la famille, c'est surtout sa mère, donc c'était assez chouette, il y avait des petits moments humoristiques. Là, il y a un personnage, un mentor, Archie, qui franchement, il apporte un petit coup de fraîcheur justement parce qu'il est ce côté un peu plus cosy, voilà, qu'on aime bien. Le love interest, je l'avais noté, je sais plus trop où, mais genre donc elle rencontre le love interest dans les premiers chapitres, soit, mais il ne se passe rien avant le chapitre 15. En fait, on te met pas de petites phrases accrocheuses avant le chapitre 15. Donc t'es en mode, ok. Et par contre, alors je sais plus si c'est le chapitrage exact, hein, parce que j'étais en vacances au moment où j'ai lu ça, donc je vous avouerai que je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus où. Et par contre, comme un cheveu sur la soupe, ça devient le love interest au chapitre 22. Bam, on te balance ça comme ça, sans le prévenir. Vous voyez, normalement, l'auteur est censé te mettre des petites pierres de touche en mode il y a ceci, il y a cela, vous voyez, l'un s'intéresse à l'autre, il le trouve joli, il la trouve jolie, voilà, il y a du désir qui naît entre l'un entre l'autre, il le trouve intelligent, gentil, serviable, patati, patata. Non, là on n'a rien, on n'a aucun avertissement, c'est direct, on passe de il m'agace parce que c'est lui qui m'apporte la nouvelle à bah, potentiellement ça va être mon love interest. Vraiment? Donc non, pas de coup de cœur pour ce bouquin-là. Pourtant, il est magnifique et franchement, j'étais trop contente de me dire que ma mère allait me l'acheter pour mon anniversaire. Mais en fait, en vrai, j'ai envie de le garder parce qu'il est beau, mais je n'ai pas aimé l'histoire, donc j'ai pas envie de m'encombrer alors que j'ai déjà du mal à faire tout entrer dans ma bibliothèque pour une histoire que j'ai pas trop kiffé. Donc je sais pas si je vais m'en séparer ou pas, j'ai pas encore décidé. Dernière lecture de cette vidéo, puisque la lecture que j'ai en cours, je ne l'ai pas finie, malgré que ça fait une semaine que je suis rentrée d'Édimbourg. Donc à Édimbourg, j'ai aussi lu La petite boutique des sortilèges, et on est sur une nouvelle cozy fantasy, comme vous pouvez voir avec un très joli page. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est bibliothécaire de son empire, du royaume où elle vit, jusqu'au jour où justement il va y avoir une révolution et les révolutionnaires vont s'en prendre au roi, certes, mais ils vont aussi brûler pas mal de bâtiments dans la capitale, et en l'occurrence ils vont se mettre à brûler la bibliothèque. Donc la jeune fille va récupérer un maximum d'ouvrages et va s'en aller sur un bateau avec son compagnon qui était une plante vivante, hein, qui peut parler, se déplacer et tout. Et donc c'est un espèce de familier si je puis dire. Donc ils vont s'en aller sur le bateau et ils vont retourner sur son île natale où elle n'est pas retournée parce que justement ses parents et elle sont partis quand elle était très jeune de cet endroit et ils voulaient qu'elle ait une meilleure vie entre guillemets, donc dans la capitale. Depuis ses parents sont morts, donc cette petite chaumière est à l'abandon. Elle décide d'y retourner pour s'y cacher elle pendant que ça se passe bien la révolution, et d'y cacher des livres, parce que ce n'est pas n'importe quel livre qu'elle a pris, c'est des livres de sortilèges, puisque dans ce monde-là, en gros, il existe la magie, mais il n'y a que les mages qui ont le droit d'exécuter la magie. Les autres personnes n'ont pas le droit d'exécuter la magie, et les mages, évidemment, sont chapeautés par l'empereur. Tout ne se passe pas de manière libre et équitable, si vous voulez. Et donc on est sur cette capitale où il y a énormément de magie et le reste du pays qui, elle, en fait, subit les conséquences puisque du coup, en faisant beaucoup de magie dans un endroit, ça a créé évidemment une espèce de déséquilibre au niveau de l'harmonie du monde. Et donc du coup, par exemple, dans l'île où elle va, eh bien, il y a une sécheresse, il y a beaucoup de choses à l'inverse des tempêtes et tout qui font que c'est dur d'y vivre puisque le climat, en gros, un peu comme nous avec le réchauffement climatique, eh bien, il est déséquilibré et donc du coup, il y a pas mal de catastrophes qui se produisent. Donc elle va aller dans cet endroit et du coup, elle va essayer de faire en sorte justement de sympathiser avec un maximum de personnes et de mener sa petite vie tout en cachant le fait que, eh bien, elle a les livres des sortilèges et tout. Encore une fois, je vais pas essayer de vous spoiler. Alors, à l'inverse du bouquin précédent, le love interest se voit direct, l'intérêt l'un pour l'autre se voit direct aussi. Là, dès le début, on nous fait comprendre comment ça va se passer. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de « je ne vous préviens pas », tout est clair, tout est limpide. J'ai bien aimé parce qu'on est sur une cozy fantasy où justement les choses ne sont pas... Alors, c'était un peu perturbant au début, mais en même temps, c'était chouette parce qu'on est vraiment sur des personnages
type hybride, type monstre, entre guillemets. Elle, par exemple, elle a la peau bleue, ça nous est décrit plusieurs fois, on nous martèle bien. On a plusieurs personnes qui ont des cornes, qui ont des ailes, qui ont des attributs de centaure, vous voyez, on est vraiment sur un monde de fantasy. Donc ça, j'ai bien apprécié, parce que ça changeait. Vous voyez, à l'inverse de celui-là, où on était sur des sorcières, mais on était vraiment plus sur un urban fantasy, on était avec des choses, entre guillemets, classiques. Là, on était vraiment plus dans un monde fantasy avec des créatures. Donc j'ai bien aimé ce petit côté-là. Il y a tout un système de magie aussi qui nous est pas mal expliqué, et il y a cette système de forme familier avec ce village qui va l'aider coûte que coûte, que j'ai très apprécié aussi. Donc c'était un chouette moment, mais est-ce que j'ai été transcendée d'émotions? Absolument pas en fait. Il y a des beaux messages qui sont véhiculés justement entre la famille de cœur, la famille de sang, les choix qu'on fait aussi qui peuvent être importants. Des fois, ce qui est juste ou ce qui nous semble bien n'est pas forcément ce qui est juste et ce qui est bien. Enfin voilà, il y a tout un rapport aussi à l'ordre, les ordres qu'on nous donne. Est-ce que des fois, il ne faudrait pas désobéir pour faire le bien justement? Enfin, il y a pas mal de dualités comme ça qui sont mises en place que j'ai appréciées. Franchement, dans cette société à l'heure actuelle où justement on a beaucoup d'informations, de désinformations, de fake news et tout, et bien là j'ai trouvé que c'était bien traité ça aussi, ce genre de phénomène. Donc franchement, j'ai passé un beau moment. Est-ce que ça m'a transcendé? Pas du tout. Est-ce que j'en garderai un moment impérissable? Non plus. Mais j'ai bien aimé, ça a fait son taf. Donc franchement j'ai lu ça dans un parc, enfin la plus grosse partie. Je l'ai lu dans un parc à Édimbourg, et donc du coup j'étais à fond dans le mode cosy, automnal et tout. Donc je l'ai lu comme il fallait, mais je vous avouerai que j'ai pas été transcendée non plus. Comme je voulais. Et comme d'ailleurs je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, enfin dans ma vidéo d'Édimbourg, j'avais commencé là-bas, je suis rendue à peu près à 70% d'un baiser maudit de Erin Sterling, je crois, c'est son tome 2, mais que je n'y ai pas avancé, donc vous le verrez sûrement dans un prochain update, parce que voilà, je veux le finir avant de commencer notre lecture, mais en même temps, je vous avoue que là, en ce moment, entre les corrections, les publications qui vont sortir là justement, qui vont s'enchaîner et tout, j'ai un peu de mal à tout gérer en ce moment, mais on va se remettre dedans justement, parce que le voyage en amour a été un petit peu une parenthèse, mais il faut remettre le pied à l'étrier, comme on dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des lectures que vous souhaitez parler avec moi, les lectures que vous avez récemment faites, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez aussi donner votre avis à des lectures que j'ai faites, encore une fois, l'espace commentaire, il est là. Si vous souhaitez soutenir la chaîne justement et que vous ne savez pas quoi dire, un commentaire c'est toujours chouette. Ben là, comme vous pouvez mettre des petites feuilles d'automne, des arbres ou des couleurs orange, parce que là c'est full orange quand même ce que j'ai lu. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Donc évidemment, comme j'ai l'habitude de vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça l'aide à monter un petit peu. Et puis aussi, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de beaux moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.